Alors, bien, on n'a pas parlé du droit de retrait. Vous avez le droit de retrait dans une fiche. Droit de retrait, il a été, en cas de danger grave et imminent, en cas de danger grave et imminent, le est cumulatif, grave, ça veut dire qu'il peut mettre en cause la vie, et imminent, ça veut dire qu'il peut se dérouler à n'importe quel moment. En cas de danger grave et imminent, le professionnel peut se retirer de sa situation de travail après en avoir informé son chef de service, et il ne pourra pas être considéré comme gréviste. Voilà ce que c'est que le droit de retrait. Le droit de retrait dans le Code du travail, comme dans le statut de la fonction publique, comme dans les textes hygiène et sécurité dans la fonction publique, a été défini par rapport à des situations de travail matérielles. Je viendrai après à son extension. Donc, c'est un droit individuel. Si on décide à 50 un droit de retrait, il faut qu'il y ait 50 signatures au-dessous d'une lettre au chef de service, au chef d'établissement, qui décrit la situation, qui en conclut que le danger est grave et imminent, et qui demande à ce que ça soit réparé. Enfin, voilà ce que c'est que le droit de retrait. Alors, nous, dès la rentrée, si les travaux n'ont pas commencé, on ne travaille pas. Voilà, voilà. Mais ça fait 30 ans que ça doivent être refaits. Voilà, donc il y a cette histoire du droit de retrait. Mais le droit de retrait, que ce soit pour des questions matérielles ou pour des questions de violence dans l'établissement, comme par exemple au lycée Gallieni, il n'a pas été fait pour ça, parce que les collègues disent danger grave et imminent pour des violences. Mais il faut le démontrer, que le danger est grave et imminent. Ça pourrait, c'est arrivé. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si l'administration ne l'accepte pas, et qu'on ait quand même un droit de retrait, elle va retirer des journées de salaire, et ça va se terminer devant le juge administratif, et 19 fois sur 20, les collègues ont tort. C'est-à-dire qu'ils dénoncent le fait de demander au juge de leur donner raison, et le juge leur dit non, on vous avait dit qu'il n'y avait pas de danger grave imminent, votre chef de service, donc vous ne pouviez pas continuer un droit de retrait. Et donc, vous avez été déclaré gréviste. Mais il y a des situations qui peuvent justifier, même avec la question des violences. Je me souviens d'une où des bandes extérieures à l'établissement balançaient des pavés à l'intérieur. Voilà, droit de retrait. Et tout le monde s'est réfugié, voilà, droit de retrait. Bon. Et le droit de retrait, on prend les élèves en classe dans une salle de cours quand même? Ah, pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Je parle du droit de retrait. Hein. Ouais. Le droit de retrait tel qu'il est défini. Pas nécessairement. Mais si tu vas demander au chef d'établissement, je ne vais pas là, parce que je considère qu'il y a un danger grave et imminent, où dois-je aller? C'est à lui à te le dire. C'est pas à toi. Quand vous répartissez les installations, c'est pas vous qui le décidez. C'est le chef d'établissement. Mais au nom du chef d'établissement. De la même façon que le chef d'établissement dit au prof de maths, vous allez dans telle classe. Et les questions de température, ça peut rentrer dans ça rien? Non, sauf que pour les températures, le professeur de PS, peut considérer que la température est telle qu'elle met en danger ses élèves. Et il pourrait, à la limite, mais il n'y a pas, quand je disais non, il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas de température. Mais il y a la responsabilité de l'enseignant qui peut considérer que, étant obligé de travailler en plein hiver, je prends un exemple, dans une salle non chauffée, qui est relativement exiguë, qui n'est pas chauffée, là je décris une situation normale. C'est l'enseignant de la presse. Voilà, donc il peut considérer qu'il ne peut pas faire une activité telle que celle qu'il veut faire, mais qu'en plus, il ne peut pas faire d'activité autre. Et donc, il peut estimer qu'il met en danger la santé de ses élèves en continuant à travailler là. Il va l'écrire, et je lui conseille de ne pas rester seul
de s'appuyer sur les représentants des parents d'élèves pour qu'on fasse le constat de cette situation qui est anormale. Je me souviens, c'était juste après la réunion, la mise en place d'observateurs de la sécurité, était être allé à côté de Nancy, à Nancy dans l'Est, là, dans un gymnase en plein hiver, il y avait la neige dehors. Le gymnase, c'était des moellons, hein, un toit en tôle et aucun chauffage. Et les collègues refusaient de travailler dans le gymnase parce qu'ils n'arrivaient pas à réchauffer. Il y avait 2 ou 3 classes dans le gymnase, ils n'arrivaient pas à réchauffer les élèves. Donc ça avait provoqué un conflit. Parce que le conflit, si on le provoque collectivement, on peut le mener. Voilà. Et y compris avec l'aide du syndicat. Bien sûr. Il est fait pour ça. Oui. Dans le cadre d'une sortie scolaire, de ski ou même dîner, déjeuner organisé, est-ce que la notion de temps libre là, accordé aux élèves doit être stipulée dans les projets du présent? Pour savoir s'il y a un problème pendant ce temps libre accordé, qui est responsable? Voilà. Alors, ça me permet de vous dire qu'on est passé peut-être trop vite lorsqu'on a parlé des déplacements, des transports, tout ça. Il y a une circulaire que vous avez là, mais vous avez que les têtes de chapitre, parce qu'elle est très longue, c'est la circulaire de 2011 sur les sorties et voyages scolaires, et qui explicite tous les éléments de la sortie scolaire. Je n'oublie pas ta question, mais c'est beaucoup plus large d'abord, mon intervention. Donc cette circulaire que vous avez dans le dossier, elle doit être dans les fiches 12 ou comme ça, cette circulaire donne tous les éléments pour l'organisation de séjours ou sorties scolaires. Il faut savoir, par exemple, qu'une sortie scolaire décidée dans le cadre du projet d'établissement voté par le conseil d'administration, le chef d'établissement garde jusqu'au bout la possibilité de refuser la sortie. Seul, il peut refuser la sortie après l'avoir voté avec le conseil d'administration. Il pourra lui demander pourquoi, il faudra, mais ne serait-ce que pour des raisons de sécurité. Il peut estimer à un moment donné, non, ce n'est plus possible. C'est la première chose. Deuxième chose, l'encadrement. L'encadrement, c'est le chef d'établissement qui le décide. Mais quand il y a une sortie, les collègues sont volontaires pour encadrer la sortie. On ne peut pas imposer à un collègue d'encadrer une sortie, puisque c'est en dehors de son service. Ils sont volontaires. Donc s'il y a un conflit entre le chef d'établissement et les collègues par rapport au taux d'encadrement de la sortie, ben, il y a quand même un élément à dire, écoutez, moi, je regrette, mais 2 pour 60, pour un exemple, pour 3 jours, ou pour une journée complète même, ça ne marche pas. On n'est pas d'accord, on n'y va pas, on ne peut pas le faire. On ne s'estime pas en capacité de le faire. Il faut être exigeant. Hein? Donc, elle dit tout ça, elle dit, la circulaire, que c'est le chef d'établissement qui peut décider. Et elle dit encore autre chose, c'est que, mais ça, vous l'avez peut-être compris, quoique, on ne paye pas pour travailler. On doit être payé, c'est pas pareil. Autrement dit, on part en stage, les encadrants ne doivent pas payer leur hébergement, leur repas, leur transport. Je dis ça parce que il y a une ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté. L'ambiguïté, c'est que il ne faut pas que ce soit les familles qui paient. Ce sont les cours régionales des comptes qui ont dit il ne faut pas que ce soit les familles qui payent les séjours des professeurs. Peut-être, mais il y a d'autres solutions. La solution, c'est d'abord le budget de l'établissement. Qu'on ne vous dise pas que ce n'est pas possible, puisque le chef d'établissement, quand il se déplace, lui, il a bien des frais de déplacement. Donc il y a une ligne budgétaire qui le permet. Il y a le fonds de réserve qui le permet. Il y a des subventions qui peuvent le permettre. Donc,
Donc, mais on ne paye pas pour aller travailler, à moins qu'on en ait envie de payer pour travailler. Mais bon, ne prenez pas trop cette habitude quand même. Pour répondre à ta question, que tu me rappelles. C'est dans le cadre de sortie. Temps libre. J'ai répondu, oui. J'ai répondu aux collègues tout à l'heure sur la question de l'autonomie, par exemple en ski. C'est un peu le même genre. Que ce soit l'autonomie ou le temps libre, à partir du moment où les élèves sont sous votre responsabilité, donc sous votre surveillance, il est possible de faire des temps libres selon l'âge, par exemple, ou du ski en autonomie, si c'est par exemple un objectif, un but, mais c'est une autonomie encadrée, c'est une autonomie organisée. Vous pouvez partir, rendez-vous dans 3 heures ici. Ça c'est pas l'autonomie, ça. Ça c'est faites ce que vous voulez. L'autonomie, elle doit avoir des règles. Moi je parle d'autonomie, toi tu as parlé de temps libre. Moi je ne sais pas bien ce que c'est le temps libre. Le temps libre, c'est vous faites ce que vous voulez. Leur comportement sera important. Donc il faudra dire des choses sur leur comportement. Il faudra dire des choses sur leur comportement. Il faudra dire, peut-être qu'il faudra dire aussi que, systématiquement, comme vous dites que c'est pas grave, à chaque fois, il y aura un prof qui sera, non pas pour les surveiller, mais pour être présent, à disposition. Mais moi, je donne des idées là. Mais montrer que vous ne faites pas ça pour vous décharger de la responsabilité des élèves. Parce que pendant le temps libre, soyons bien clairs, pendant le temps libre, vous êtes responsable des élèves. Vous êtes responsable de la surveillance. Vous ne pouvez pas dire que dans le temps libre, vous n'êtes pas responsable. Voilà ce qui est important.